time feeling. Entre ici, Jean Moulin. C'est un youpi. Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette semaine dédiée aux relations Japon-Corée du Sud. Aujourd'hui, Cassandra et moi allons nous intéresser plus particulièrement au rapport qu'entretiennent ces deux pays vis-à-vis du devoir de mémoire. Pour planter les bases, il est bon de rappeler que le devoir de mémoire se définit comme l'obligation morale de se souvenir des horreurs de l'histoire afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Si nous appliquons ce sujet aux deux pays sur lesquels nous nous penchons cette semaine, nous pouvons rapidement faire le lien avec l'occupation japonaise en Corée du Sud, plus particulièrement durant la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1939 et 1945. Pendant cette période d'occupation, deux événements tragiques majeurs se sont déroulés entre les deux pays, ce sont les travailleurs forcés et les femmes dites de réconfort. Ce terme est utilisé par les Japonais pour désigner avec euphémisme les esclaves sexuels. Ces horreurs historiques sont d'ailleurs toujours au centre des tensions entre eux, et ce à cause d'un devoir de mémoire que les Japonais ne rempliraient pas. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi ces sujets sont un frein à leur entente bilatérale. En premier lieu donc, en ce qui concerne les esclaves sexuels. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais a souhaité agir face aux nombreux viols commis par les soldats. Il a alors été décidé d'ouvrir des maisons closes. Les femmes qu'on retrouvait dans ces lieux étaient coréennes, chinoises, philippines et même japonaises. Le problème est le suivant. On leur a fait croire, pour la majorité d'entre elles, qu'elles allaient travailler en usine, alors que le but était de les faire devenir des femmes de réconfort. Il n'existe pas de chiffre exact, mais les estimations environnent les 200 000 victimes coréennes selon la Korean Central News Agency, tandis que des chercheurs chinois parlent de 142 000 femmes coréennes. C'est durant les années 90 que le sujet a commencé à véritablement se faire entendre. En 1990 donc, le Conseil coréen pour le souvenir de l'esclavage sexuel militaire japonais commence son activité. C'est une organisation qui soutient les victimes en leur permettant de témoigner, en initiant des manifestations ou encore en érigeant des monuments en leur mémoire. Le 14 décembre 2011, une statue a d'ailleurs été érigée en leur honneur devant l'ambassade du Japon à Séoul. En 1992, il y a eu des manifestations hebdomadaires devant cette même ambassade pour soutenir les anciennes esclaves sexuelles. C'est en 1993 que l'on entend pour la première fois la voix japonaise s'exprimer sur ce sujet. Le Premier ministre Kiichi Miyazawa reconnaît officiellement que l'armée nippone était impliquée dans cette histoire de maison close. Il reconnaît aussi que les femmes qui y travaillaient y étaient, pour une majorité d'entre elles, contre leur gré. En 2013, l'ancienne présidente sud-coréenne a tenté de régler la question épineuse des esclaves sexuels avec le Japon. Cela a abouti, le 28 décembre 2015, à un accord entre les deux pays. Le Japon dit reconnaître sa responsabilité et accepte de verser presque 8 millions d'euros de dédommagement aux 46 esclaves sexuelles survivantes. Cependant, Moon Jae-in, le président de la République de Corée depuis 2017, a annulé fin 2018 cet accord. Selon lui et la gauche coréenne, il aurait fallu prendre en compte l'avis des victimes et ne pas autoriser le Japon à utiliser l'appellation « femme de réconfort ». Les tensions se retrouvent donc entre la Corée du Sud et le Japon, mais aussi à l'intérieur même de la politique coréenne. En janvier 2017, une nouvelle statue devait être érigée sur les rochers Lyoncourt, archipel contrôlé par la Corée du Sud, mais revendiqué par le Japon. Le ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud, Yong Byung-se, a alors signalé que l'emplacement de la statue ne respectait pas le protocole diplomatique. La statue n'a donc pas été installée. Toujours en 2017, une statue en mémoire de ces femmes a été érigée par des militants devant le consulat du Japon à Busan, en Corée du Sud. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, connu comme étant révisionniste, a demandé au gouvernement sud-coréen de la faire retirer. Cela a été fait, mais finalement les autorités ont permis aux militants de la remettre en place. Pourquoi ? Car la ministre de la Défense japonaise de l'époque, Tomomi Inada, elle aussi définie comme révisionniste, s'est rendue au sanctuaire de Yasukuni. Ce sanctuaire, situé à Tokyo, est très controversé, que ce soit au Japon ou à l'étranger, car des criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale y sont déifiés. On y retrouve aussi des Coréens qui avaient été enrôlés de force dans l'armée japonaise lors de l'occupation. Les familles sud-coréennes, entre autres, se battent pour que leurs défunts ne soient plus associés à ce sanctuaire. Mais Nagayoshi Matsudaira, le prêtre responsable du lieu, a déclaré que les âmes ne peuvent pas être retirées une fois qu'elles y sont entrées. Sur le site du sanctuaire, on retrouve également le musée de Yushukan, souvent décrit comme étant révisionniste au sujet de l'histoire de la guerre japonaise. Pour ceux qui se poseraient la question, révisionniste désigne quelqu'un, un comportement ou quelque chose qui remet en cause une doctrine. Le musée présente donc le Japon comme sauveur de ses voisins. Il aurait colonisé les pays l'entourant afin de les préserver de l'oppression occidentale. De plus, les textes présents dans ce musée ne font pas mention des atrocités commises par le pays. Ce sanctuaire, qui fait donc débat, questionne le devoir de mémoire japonais au sein même du pays.
L'extrême droite utilise ce lieu comme un monument nationaliste à la gloire de l'Empire japonais, tandis que d'autres politiques ont cessé de visiter le sanctuaire depuis que des criminels y ont été ajoutés. Ici encore, nous pouvons voir qu'en plus de l'opposition entre la Corée du Sud et le Japon, le pays du soleil levant est lui aussi divisé au niveau politique. Le 3 août 2019, une exposition japonaise nommée Après la liberté d'expression a été fermée 3 jours après son ouverture à cause de la présence d'une statue de femme de réconfort. La raison de cet acte vient du fait que la veille, les deux pays s'étaient imposés mutuellement des restrictions commerciales. Plus récemment, le 8 janvier 2021, nous avons appris que 12 anciennes esclaves sexuelles ont été reconnues comme victimes de préjudice mental par le tribunal de Séoul. Chacune d'entre elles touchera environ 75 000 € à titre de compensation. Seules 5 femmes sont encore en vie, mais cet acte judiciaire marque un tournant sur le sujet des femmes de réconfort. Car, selon Kim Kang-won, l'un des avocats des plaignantes, il s'agirait, je cite, du premier verdict du genre pour les victimes des troupes japonaises. De plus, d'autres femmes devraient être elles aussi indemnisées au cours des jours à venir. Le Japon refuse de payer ces femmes malgré la décision du tribunal sud-coréen. Les deux pays reconnaissent donc l'existence de ces femmes esclaves. Malgré cela, les tensions subsistent car les Sud-Coréens se sentent attaqués par les Japonais lorsque ces derniers visitent un temple où sont déifiés des criminels de guerre, ou encore lorsqu'ils utilisent l'expression femmes de réconfort. Et les Japonais, eux, ont l'impression qu'ils ne seront jamais pardonnés malgré les sommes d'argent versées et les différentes excuses formulées. Mais comme vu en introduction, nous savons que le sujet des esclaves sexuels n'est pas le seul qui questionne le devoir de mémoire du Japon vis-à-vis de son voisin. En effet, il ne faut pas oublier l'existence des travailleurs forcés, qui seraient près de 780 000 en Corée du Sud. En 2005, le pays nippon a versé environ 400 millions d'euros d'assistance à la Corée du Sud afin d'indemniser les travailleurs forcés de l'époque. Cependant, cet argent a été utilisé par le gouvernement au profit du développement économique du pays. Seulement 8 551 familles sud-coréennes auraient eu le droit d'être dédommagées, alors que les autorités estimaient le nombre de décès à 77 000 et le nombre de travailleurs forcés à plus d'1 million. Aujourd'hui, de nombreuses affaires judiciaires permettent de garder sur le devant de la scène ce sujet en pointant du doigt le devoir de mémoire japonais et l'envie des Sud-Coréens de recevoir des réparations. En 1997, 2 Sud-Coréens avaient saisi la justice japonaise afin d'être dédommagés du travail non payé qu'ils avaient fourni dans des aciéries de Nippon Steel et Sumitomo Metal entre 1941 et 1943. Leur demande a été refusée par les tribunaux japonais qui ont déclaré que suite au traité de 1965, ils n'avaient plus le droit d'ester en justice. Le traité dont il est question renvoie, entre autres, au fait que le Japon ait proposé une assistance au développement de la Corée du Sud s'élevant à 300 millions de dollars, plus 200 millions de dollars de prêts bancaires. Il précise aussi que le contentieux entre leurs deux pays est définitivement réglé. En 2005, les 2 Sud-Coréens saisissent la justice de leur pays après avoir été rejoints par 2 compatriotes. C'est le 30 octobre 2018 que l'arrêt de la Cour suprême coréenne confirme le jugement de première instance de 2012 et propose environ 75 000 € de dédommagement pour chaque victime. Le 29 novembre 2018, c'est au tour de la société japonaise Mitsubishi Heavy Industries d'être condamnée par la Cour suprême sud-coréenne. L'industrie doit verser près de 160 000 € de dédommagement pour les salaires impayés aux travailleurs forcés. Le Japon s'oppose bien évidemment à ces décisions. La Corée du Sud souhaite donc des dédommagements de la part des Japonais. Ces derniers leur ont versé à plusieurs reprises différentes sommes d'argent à titre de compensation, mais cela ne semble pas convenir à certains Sud-Coréens qui pointent notamment l'utilisation du mot « réparation » qui montrerait que l'archipel nippon nie son implication et l'importance des faits. L'indignation japonaise face aux accusations coréennes d'une mauvaise exécution de leur devoir de mémoire se ressent fortement, particulièrement lorsque le gouvernement maintient l'idée que le traité de 1965 est censé avoir tout résolu. Nous pouvons donc conclure en disant que le problème au centre des désaccords entre le Japon et la Corée du Sud est la mésentente au sujet de l'histoire commune des pays. Du côté japonais, le devoir de mémoire paraît difficile à exécuter car le pouvoir politique conservateur semble tout faire pour provoquer leurs voisins. Du côté sud-coréen, la rancœur est toujours présente et les demandes envers l'archipel nippon n'ont pas l'air de s'atténuer. Les politiciens semblent instrumentaliser le passé du Japon et de la Corée, plus particulièrement en ce qui concerne les sujets des esclaves sexuels et des travailleurs forcés pour parvenir à leurs fins. Malgré les différentes tentatives d'apaisement, les tensions sont toujours très présentes, et les nouveaux jugements rendus par la plus haute juridiction sud-coréenne ne risquent pas d'apaiser les tensions. On espère sincèrement que le sujet vous a intéressé et que vous comprenez dorénavant un peu mieux la source des tensions entre la Corée du Sud et le Japon. Merci de nous avoir écoutés, à la prochaine. Au revoir.